Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau Buzz TV de TV Mag. Nous sommes évidemment diffusés sur Figaro Live, le Figaro TV Île-de-France et le Figaro Radio. Avec aujourd'hui dans ce studio, vous allez le reconnaître, c'est une encyclopédie vivante de la chanson française et internationale, un conteur hors pair capable de vous plonger dans les histoires les plus fascinantes de la musique. Vous l'avez aperçu pendant de très nombreuses années. Rappelez-vous, il portait un costume blanc immaculé aux côtés d'un Patrick Sébastien qui lui était toujours en bleu roi. Il a aussi accompagné Laurent Luyat sur le Tour de France, Cyril Hanouna dans TPMP, vous l'avez entendu sur Europe 1, vous avez sans doute lu un de ces 12 650 livres qu'il a écrit dans ses carrières. C'est que 60, hein, mais effectivement, il y en a beaucoup. Et aujourd'hui, on a le plaisir de le recevoir pour évoquer notamment l'un des événements musicaux les plus populaires de France. Bonjour Fabien Lecoeuvre. Bonjour. Merci d'être avec nous. 12 650 livres, j'exagère, il y en a combien? 64, 65. C'est pas mal quand même. Ouais, ça occupe un peu. Déjà. Donc quelques-uns ici. Vos prénoms en chanson, c'est le titre de l'émission que vous présentez chaque jour, du lundi 17 juillet sur CNews. C'est le livre également, qu'on voit ici. Avant de parler de ce rendez-vous, je voudrais d'abord juste poser la question au grand spécialiste de la chanson française et internationale que vous êtes, la fête de la musique aujourd'hui. Alors déjà, à titre personnel, comment vous la célébrez? Vous baladez, vous regardez des concerts, vous faites des trucs ou je zappe. Généralement, je suis chez moi à la télé, sur la télé, je zappe de chaîne en chaîne. Il y a toujours des émissions formidables, que ce soit TF1, France 2, France 3, France 5. Il y a toujours des programmes assez hallucinants, des rediffs de concerts souvent. Donc je zappe comme ça, ou alors je vais avec des amis prendre un verre dans Paris. Donc, ça, c'est aléatoire. Hein. On peut y avoir des bons groupes comme du moins bon. Hein. Oui, il y a de tout. Hein. Il y a de tout. Il y a à boire et à manger. Hein. Ce qu'il faut dire que moi, j'ai vécu la fête de la musique avant Jack Lang, avant donc le 21 juin 1982. C'est il y a 40 ans, 40 ans. Parce qu'avant, les fêtes de la musique, elles existaient. On n'en parle jamais. Mais elles étaient de manière associative. En tout cas, et pas une date précise comme ça. Si, ça restait les jours de l'été, les premiers jours de l'été. Mais c'était de manière associative, elles étaient. Et puis surtout, on célébrait surtout la musique classique, qu'on voulait absolument faire revenir dans notre société. Et à partir de Jack Lang, c'est lui qui a eu cette idée magistrale de célébrer à ce moment-là la musique, mais avec la pop, le rock et le jazz. Parce qu'elles n'étaient pas dans les précédentes fêtes de la musique. Ouais. Et à partir de là, ça a été un triomphe. Et il faut rappeler quand même que Jack Lang a quand même fait passer le budget de la fête de la culture musicale de 2,6 millions en 1981 à 13,4 millions en 1993. C'est-à-dire que... Il est très fort, ce Jack Lang. Oui, et puis moi j'en ai parlé souvent avec lui d'ailleurs, hein, c'est-à-dire qu'il a repositionné surtout l'humain dans la culture. Il a permis à des gens qui travaillent dans l'ombre, des artistes, des peintres, des architectes, enfin peu importe, des acteurs, puissent gagner leur vie quand même avec ces fameux intermittents du spectacle qui permettent, Dieu merci, à tout un tas de gens de notre métier de vivre au-delà d'être devant la scène. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est très important, parce que c'est un positionnement et c'est de l'humain. Voilà, moi je sais que je le défends, soutenu par François Mitterrand. Bien sûr. Et saviez-vous qu'il avait refusé à l'occasion de cette fête de la musique, parce que Jack Lang avait proposé un jour à Mitterrand, en 1988, de créer le ministère de l'intelligence et de la beauté. C'est vrai? C'est pas une blague, non. C'est vrai. Et alors, il voulait réunir à la fois le ministère de la Culture, le ministère de la Communication et créer un ministère de l'Intelligence. D'accord. Ça a été refusé par François Mitterrand, qui trouvait qu'il y avait un peu trop de discrimination dans tout ça, finalement. Mais c'est la seule chose que Mitterrand a refusé à Jack Lang, de toute sa carrière, ce qui n'est pas grand-chose, finalement. Voilà, vous avez vu Fabien Lecoeuvre. On part, il y a des histoires, il y a des anecdotes, ça fuse dans tous les sens. On va en parler évidemment de cette fête de la musique, des prénoms en chanson, de votre dernier livre, Fabien. Ce sera après les news médias de Damien Canivez. Salut Nicolas, salut Fabien. On démarre ces infos médias tout de suite avec un point sur le mercato. Ça bouge cette fois-ci du côté de TPM. Exactement. Cyril Hanouna a annoncé mardi dans les colonnes du Parisien qu'Evelyne Thomas et Alex Good allaient rejoindre le talk show de C8 à la rentrée prochaine. L'ex-animatrice de C'est mon choix et l'ancien chef d'orchestre de La France a un incroyable talent feront partie des nouvelles recrues la saison prochaine. Et ces nouveaux visages s'annoncent nombreux parce que nos confrères précisent qu'il devrait être une demi-douzaine. Alors la suite du casting n'a pas été dévoilée. Vous savez comment ça marche avec Cyril Hanouna, c'est-à-dire qu'il fait venir à peu près 150 personnes en même temps, et à la fin il n'en restera qu'un. Vous voyez, c'est comme Koh-Lanta. Ou deux, ou aucun d'ailleurs. Exactement. Alors la suite du casting pour l'instant n'a pas été dévoilée, mais l'animateur-producteur de l'émission a néanmoins précisé qu'une personnalité issue du monde politique devrait rejoindre le talk show, ainsi qu'une autre, je le cite, presque mondialement connue. Alors peut-être que tout réside dans le presque. Presque mondialement connu. Alors on ne sait pas jusqu'où ça va, jusqu'à quelle frontière, mais en tout cas c'est quelqu'un d'a priori assez célèbre. Alors toutes ces arrivées devraient rafraîchir l'équipe et surtout
surtout pallier à l'absence de certains chroniqueurs comme Mathieu Delormeau, qui, on le rappelle, a annoncé son départ de Touche pas à mon poste à partir des prochains jours. Et d'ailleurs, on note que son émission TPMP People, qui était diffusée jusque-là le samedi sur C8, ne reviendra pas à la rentrée prochaine. Absolument. Fabien Oeckhoff, vous faites partie des visages qu'on voit régulièrement chez Cyril Hanouna. Vous avez beaucoup, puis moins, puis moyennement. Enfin bref, ça va, ça vient. Est-ce que vous revenez la saison prochaine? Est-ce que Cyril Hanouna vous a déjà dit moi, ce qu'il voulait faire je suis très proche de Cyril, parce qu'on a commencé ensemble à la radio. Oui. On a fait 4 ans ensemble, on a présenté des matinales, puis des émissions du midi, donc on est très proches, on s'envoie toujours des textos, on se voit de temps en temps. Non, c'est un type bien. Moi, il m'appelle quand il y a des morts, des blessés ou des mises en examen. Parmi les chanteurs. C'est précis. Parmi les chanteurs. Alors, ça m'arrive, mais ça tombe des fois, l'information, elle tombe à 13-14 heures. Vite. Il m'appelle pour le soir. Ou alors, des fois, je remplace quelqu'un pendant 3 jours parce qu'il y a un chroniqueur qui a un contrat, lui, toute l'année, et qui, d'un seul coup, ne peut pas être là pour des raisons de santé, peu importe. Donc là, j'arrive tout de suite, bien sûr. Il sait qu'au pied levé, je peux tout de suite raconter mes histoires. Pas récurrent, mais vous êtes présent s'il fait appel à vous, quoi. Oui, souvent, très souvent quand même. Oui, au moins, ça peut être 2 fois dans la semaine, ça peut être 1 fois tous les 15 jours. Il n'y a pas de règle. Et ça, Damien connaît bien le fonctionnement de Cyril aussi. Mais en même temps, il sait les gens sur qui il peut compter. Sur des visages, sur des gens qui sont demandés avec des anecdotes, avec ceci, avec cela. Donc voilà, moi, je n'oblige en rien. C'est un type c'est un zébulon. Il est génial pour ça, Hanouna. Ouais, ça vous surprend, ce qu'il fait, ce qu'il renvoie. Mais il n'a pas changé. Il n'a jamais changé. Moi, je l'ai connu vraiment à ses débuts. Et je vais vous faire une confidence. Je l'ai même connu dans le ventre de sa mère, puisque moi, ma tante Simone m'emmenait. Dans le ventre de la mère de Cyril. Non, vous allez voir, c'est plus simple que c'est plus. Enfin, c'est simple en même temps. Vous allez voir. C'est-à-dire que moi, ma tante Simone, qui m'emmenait voir tous les chanteurs comme ça dans les musicals à Parisiens à l'époque, quand j'étais enfant, avait acheté des robes rue de Paris, dans une banlieue parisienne, où sa mère travaillait dans un magasin de robes. Et je me suis en 74, elle était enceinte, etc. Et alors moi, j'avais jamais eu de femme enceinte, j'avais une dizaine d'années. Ouais. Je regardais comme ça, et en fait, je ne savais pas que c'était Cyril dont elle était enceinte. Je ne savais pas que c'était la maman de Cyril. Et c'est bien après que j'ai compris que c'était la maman de Cyril, donc quelque part, j'ai même connu Cyril dans le ventre de sa mère, extérieurement. Bon, bah, voilà. Et voilà pour l'anecdote. Ça ne peut pas s'inventer, cette histoire. Ça s'invente pas. Et pourtant, c'est vrai. On poursuit ces infomédias, Damien, avec le retour d'une émission très attendue sur M6. Oui, cette émission faisait vraiment partie des belles découvertes de la saison dernière, et la chaîne vient d'annoncer effectivement son grand retour. M6 donnera le coup d'envoi de la 2e saison des Traîtres. Ce sera le mercredi 12 juillet en première partie de soirée. Donc dans cette émission qui, on le rappelle, animée par Éric Antoine, 18 célébrités cohabitent dans un château et doivent trouver le ou les traîtres qui se cachent parmi elles. Des personnalités du web comme le youtubeur Thibaut InShape ont accepté de participer à l'émission. On retrouvera aussi l'ex-Miss France Nathalie Marquet-Pernot, l'ex-vainqueur de Koh-Lanta Claude Dartois sera également dans la place, ou encore l'ancien candidat à la présidentielle Jean Lassalle. Ah oui, qui là, par ça, contre, c'est incroyable. Voilà, là, on a hâte de découvrir effectivement Jean Lassalle dans cette émission. J'espère que ce sera sous-titré. Jean Lassalle, c'est pas toujours simple de. Ça va être compliqué. L'émission se déroule aussi en partie la nuit, donc on verra comment ça se passe. Alors la première saison avait rassemblé en moyenne plus de 2 millions de fidèles, ce qui est un bon score, mais surtout, elle avait enregistré de bons scores sur la fameuse cible prioritaire des Françaises responsables des achats de moins de 50 ans, avec plus de 32% de part d'audience. Ouais, donc là, c'était effectivement certain un bon score. Que ça repart immédiatement. On termine, Damien, avec le chiffre du jour, c'est le 8 aujourd'hui. Ouais, c'est le nombre d'années durant lesquelles la journaliste Aurélie Casse aura rythmé la grille de BFM TV. Elle est passée par de nombreuses émissions. On peut citer notamment la matinale Week-end, Ligne Rouge, BFM Story, ou plus récemment le 90 minutes. Et à partir de la rentrée, elle va poser ses valises sur France 5 pour prendre les commandes de Celle Hebdo le samedi. Elle va donc succéder à Ali Badou, qui lui va partir prendre les rênes de la matinale du Week-end de France Inter. Tous ces mouvements, effectivement, il y en a toujours à chaque été. On vous voit un peu moins quand même ces derniers temps à la télé, Fabien. Pourquoi c'est une volonté de votre part? Est-ce que c'est justement en fonction des événements qu'on vous appelle plutôt? Oui, enfin, je fais quand même en moyenne une centaine de passages à la télé tous les ans. Ça n'a pas baissé. Mais après, on vous voit un jour sur 3. Non, c'est-à-dire que quand on fait pendant 14 ans les années bonheur, vous faites Patrick Sébastien, c'est des émissions surexposées le samedi soir, une fois par mois. Prime time, bien sûr. Pendant 14 années, c'est long. Et c'est une présence très importante. Mais ça ne veut pas dire que vous faites moins de télé, parce que les télés que l'on peut faire, que je fais maintenant aujourd'hui... On les voit moins, vous voulez dire. C'est-à-dire qu'elles ont peut-être moins d'audience que les années bonheur, qui étaient rythmées entre, on va dire, 4 millions, 5, 6 millions, 7 millions au départ. Voilà, qui n'avait rien à voir. Après, avec l'apparition de toutes ces chaînes qui sont arrivées, elles ont toutes grignoté les chaînes majoritaires, en tout cas pour une époque.
Donc non, c'est parce que après ça dépend. Quand j'ai commenté les obsèques de Johnny Hallyday, par exemple, le 9 décembre 2017 sur TF1, aux côtés d'Anne-Claire Coudray et Jean-Pierre Pernaut, ça a fait 15 millions de téléspectateurs. Les gens m'arrêtaient le lendemain dans la rue, c'est-à-dire que c'est hallucinant. J'ai pas après les obsèques d'Aznavour, là aussi ça a refait encore 5 millions de personnes devant la télé. Et c'est très difficile de commenter les obsèques d'ailleurs. Hein. C'est une vraie. Je connais la souffrance de Léon Zitrone. C'est compliqué. Oui, parce qu'on ne peut pas parler quand il y a la sonnerie aux morts, quand il y a le discours d'un président de la République. On ne peut pas parler quand il y a des moments de recueillement. Enfin, c'est très difficile. Et moi, des images qu'on voit. Pour l'anecdote, quand j'ai commenté les obsèques de Charles Aznavour, je n'avais pas calculé la longueur de la cour des Invalides. Donc entre le moment où le président de la République s'incline devant le cercueil de Charles Aznavour et le moment où il rejoint une estrade pour aller faire son discours... C'était long. Et alors, moi, j'avais commencé une histoire sur Charles Aznavour quand il était sur scène à l'âge de 13 ans avec Yvonne Printemps, etc. Il jouait le jeune roi Henri IV. Et alors, à ce moment-là, je voyais le président Macron qui s'approchait. Mais je dis, mais elle fait combien cette course? Je n'avais pas calculé. Ou alors, je dis, ou le président marche trop lentement, ou alors, je n'avais pas calculé la distance de la cour. Alors, je rajoutais des arguments dans mon histoire. C'était un enfer. Quand il est arrivé sur le podium, j'étais content. J'ai dit, ça y est. Donc, et ça, on vit ça en direct. Et c'est très compliqué avec l'écran qu'on a devant les yeux. Hein. Merci Fabien. Damien, terminé pour les news médias aujourd'hui. D'autres news demain, évidemment. Place au grand entretien du Buzz TV. Nous sommes avec Fabien Lecoeuvre. Lundi 17 juillet, Fabien Lecoeuvre, c'est la date à laquelle vous présenterez vos prénoms en chanson. Chaque jour sur CNews, il y a le livre, il y aura aussi l'audio et la vidéo sur CNews. On va parler de ce rendez-vous dans quelques instants. Je voudrais d'abord évidemment qu'on revienne sur cette fête de la musique. Vous en avez parlé, notamment de ses origines avec Jack Lang. Aujourd'hui, la fête de la musique, quelle signification elle a? Est-ce que, à dire, c'est ringard de la célébrer ou est-ce que ça fait toujours partie, c'est toujours quelque chose à la mode? On a l'impression que maintenant, elle fait partie de la vie de tous les jours. Non, aujourd'hui, la fête de la musique, c'est vintage. Et puis je pense que c'est vintage, oui. Oui, pour moi, c'est vintage et ça reste dans une célébration importante pour toute une jeunesse française qui se renouvelle, voilà, on le sait, chaque année. Non, moi je trouve que c'est un bel événement qui a d'ailleurs été repris dans le monde entier grâce à Jack Lang, puisque régulièrement Lang s'en va dans certains pays d'Europe et du monde pour inaugurer, là aussi, lui est lancé la fête de la musique. La fête de la musique. Il a des droits comme ça, il touche sur... Non, je crois qu'il touche rien du tout, je crois pas. mais en même temps, je trouve ça formidable parce que c'est une belle création. Ouais. Et puis il y a tout un tas d'entreprises qui ont pu se greffer autour de tout ça. Et puis c'est une économie d'un pays parce que aussi, je pense que ça fait travailler tout un tas de gens et puis ça lance des nouvelles idées, ça permet des artistes aussi, ça donne des vitrines à des artistes. Donc non, je pense que tout ça, c'est très utile à mon sens. Oui, parce que c'est le jour, effectivement, où on le rappelle, des millions de Français peuvent descendre dans la rue pour jouer d'un instrument ou pousser la chansonnette. On connaît le spécialiste de la chanson que vous êtes. Est-ce que vous avez déjà tenté de chanter ou de jouer un instrument? Non. Alors, j'ai jamais voulu chanter dans ma vie, du tout. J'ai fait une fois... Même sous la douche? Non, j'ai fait pire que ça. Grâce à Patrick Sébastien, il célébrait son 40e anniversaire de carrière, déjà. Ouais. Il avait pris l'Olympia en direct sur France 2. À chaque fois que je rentrais dans son bureau, il me disait « Ah, c'est Jérôme ». Alors je me retournais parce qu'il trouvait que j'ai une ressemblance avec c'est Jérôme et que je parle un peu comme ça, un peu comme parlait c'est Jérôme. Alors il m'a dit « Je te ferai faire un jour c'est Jérôme ». Donc il fait The Fiesta, il me déguise en c'est Jérôme, je prends des cours de chant parce que je n'avais pas de voix qui était placée, parce que ce métier c'est un chanteur, je le rappelle. Il y a beaucoup de gens qui s'improvisent, mais moi je ne voulais pas aller au casse-pipe comme ça. Donc j'ai pris des cours de chant pendant 3 semaines, après pour placer ma voix. Et effectivement quand je chante, j'ai la voix de c'est Jérôme, il avait repéré. Quand on chantait dans les années bonheur, moi je suis toujours à la gauche de Patrick, il entendait ma voix chanter et c'est pour ça qu'il voulait absolument me faire c'est Jérôme. Donc avec ma vraie voix, j'ai chanté avec un grand orchestre à l'Olympia, en direct sur France 2 à 20h30. Mais les maisons de disques ne vous ont pas contacté? Personne ne m'a contacté. J'ai commencé ma carrière le même jour, je l'ai arrêté le même soir. Donc déjà au moins on est tranquille là-dessus. Je ne prendrai pas de risque avec ça. Il y a beaucoup de choses évidemment à la télévision pour la fête de la musique ce soir, notamment France 2 qui retransmet en direct ce grand concert avec une quarantaine d'artistes. Ce sont des belles émissions. C'est à Reims, c'est chez vous. Ce sont des belles émissions. Avec beaucoup de personnes. Ça va aller de Dave à Juliette Armanet en passant par Patrick Fiori, Pierre Demer. Le casting, il est éclectique comme ça. Comment vous le trouvez, ce mélange toujours bien et de... Parce qu'ils ont cette intelligence, la programmation de ces grands shows comme ça, de la fête de la musique, et je pense à France Télévisions justement, ils ont cette intelligence toujours d'amener comme ça les gens de l'année ou de l'année précédente qui ont fait souvent un succès avec des ventes d'albums, avec des scènes incontestées, incontestables, enfin, et je trouve ça vraiment bien de rassembler tout le monde, quels que soient les univers.
moi, je pense qu'en France, il n'y a pas de mauvais chanteurs, il y a simplement des publics différents. C'est pas la même chose. Alors, il n'y a pas de mauvais chanteurs, mais est-ce qu'il y a encore des stars? Thierry Ardisson, qui était sur ce plateau il y a quelques jours, me disait, pour moi, il n'y a plus de stars dans la chanson aujourd'hui. C'est pas comme quand j'interviewais Gainsbourg ou autre, quand j'interviewe Amir ou Louane, c'est pas, ou Kenji, c'est pas pareil. Vous trouvez qu'on manque de stars, de vraies stars dans la chanson française? C'est-à-dire que l'utilisation et la consommation de la musique n'est plus la même aujourd'hui. Moi, vous-même, quand vous étiez, j'imagine, enfant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, à l'époque, c'était un loisir. C'était un loisir. On consommait, on achetait un disque, etc. Aujourd'hui, c'est devenu un service. Donc, je pense que la pluralité des chaînes de télé, des médias, des multimédias, d'Internet, etc., ont désacralisé le côté star. Par définition, une star, c'est quelqu'un qu'on voit très peu. Alors, il y a quelqu'un qui l'a bien compris, c'est une farmer, par exemple, intelligemment, elle est sortie des réseaux sociaux, etc. Elle ne veut plus donner d'interviews en dehors de grands médias, etc. Ou les Daft Punk, encore pire. Alors, il y a bien sûr, l'anonymat. Mais je pense, parce que cette pluralité, cette multiplication, aujourd'hui, on peut être heure par heure avec sa star, entre guillemets, ce qui reste des stars, sur les réseaux sociaux et avec son téléphone. Il donne peut-être des infos minute par minute. Ça a désacralisé l'histoire. Donc aujourd'hui, je comprends ce que veut dire Thierry Ardisson. Alors c'est toujours délicat de tenir ses propos parce qu'on passe vite dans le camp des boomers, ça y est, c'est fini, on ne veut plus entendre parler, c'était mieux avant. Mais en fait, c'est une analyse, c'est un raccourci qu'a fait Ardisson, mais qui n'est pas faux. Mais en même temps, c'est toujours délicat de l'expliquer parce qu'on ne peut pas aller contre une époque. Bon, c'est comme ça. Et Aya Nakamura, c'est une star selon vous? Parce qu'on parle beaucoup d'Aya Nakamura en ce moment. Elle sera chez vous, Damien. Elle sera aussi. Vous n'avez jamais eu une aussi grande star chez vous. Écoutez, les hôtels sont pleins. Non, c'est une vraie star, mais c'est plus la même définition de star qu'il y avait il y a 50 ans. Ce sont des stars quand même d'aujourd'hui, ça reste des personnages publics. Est-ce que ces personnages vont durer sur l'échelle du temps? On verra. Si elles feront des carrières à la Johnny Hallyday, 57 ans et demi, on ne sait pas. Et aujourd'hui, vous en pensez quoi en 2023 d'Aya Nakamura? Je vous pose cette question parce que c'est quand même le nom qui revient souvent. Et alors, Nicoletta n'est pas de votre avis. Nicoletta, récemment. Je sais, mais. Elle dit quoi que c'était de la vulgarité et pas de la musique? Ce n'était pas de la musique. Il y a Nakamura, moi j'adore. Ça invente un langage en fait, c'est même un nouveau langage. Oui, mais ça correspond à une génération, à des gens, toute une jeunesse qui a des origines souvent, on va dire, orientales, par exemple, s'identifie à tous ces personnages qui sont créés aujourd'hui en télé et qui ont quand même du talent. On peut pas, c'est comme ça. Et chacun ressent à un moment donné, une vibration. Mais on peut aimer Michel Polnareff, Claude François, des grands classiques de la chanson française, et aimer Nakamura. Bien sûr, moi je le pense sincèrement, j'en fais partie. J'ai aucun problème avec ça. Parce qu'une musique, ça s'écoute, c'est une vibration, la musique. Donc on peut avoir un ressenti avec plusieurs artistes dans des domaines différents. Moi, quand j'écoute une messe de Jean-Sébastien Bach, je pleure. Parce que c'est sublime, et pourtant ça a déjà 350 ans. Donc à un moment donné, il n'y a pas de... Je crois qu'il ne faut pas mettre de cases. Non, c'est une vibration, la musique, avant tout. On oublie cette dimension. Vous savez que la musique, on soigne les gens avec la musique. Imaginez-vous un instant, Damien Nicolas, une vie sans chanson, sans musique. Ah non, c'est impossible. Ça n'existerait pas. C'est-à-dire c'est un enfer, notre existence. Et ça devrait être remboursé par la sécurité sociale, presque. On plaisante toujours avec ça. Mais c'est très, très important, la musique en France, pour moi, et pour l'individu, les humains que nous sommes, à mon sens. Alors, évidemment, sur scène ce soir, aux côtés de tous ces artistes, il y en a une autre qui s'appelle Oshi. Si je vous en parle, c'est parce qu'il y a 2 ans, vous avez été au cœur d'une polémique en déclarant qu'elle était très talentueuse, mais effrayante, qu'elle devrait donner ses chansons à d'autres femmes qui sont plus belles qu'elle. Aujourd'hui, avec le recul, Fabien, comment vous analysez ces propos, des propos que vous avez regrettés, vous avez eu l'occasion de vous expliquer déjà. Je m'en suis expliqué souvent. J'ai regretté 2 choses sur cette... D'abord, le mot effrayant, il faut savoir, je l'utilise régulièrement, moi, quand j'analyse une situation. Même quand il fait chaud, je dis, putain, il fait une chaleur effrayante. Oui, c'est effrayant. Et la chaleur n'a pas de visage. Ça fait partie de votre jargon. Voilà, ça fait partie d'un mot et que j'ai bien évidemment mal utilisé. Et ça arrive, des fois on peut être maladroit, c'est comme ça, je m'en suis excusé profondément auprès d'elle. Mais ce que je regrette surtout, d'avoir mal utilisé ce mot, même si son album, elle l'a appelé Étoile flippante, alors qu'effrayante, ça reste un synonyme du mot flipper. Voilà, j'aurais dû dire elle est flippante. Voilà, c'est ce que j'aurais dû dire, mais vous savez, des fois, on n'est pas, c'est comme ça arrive. Mais je regrette surtout, c'est le manque de dialogue. Parce que je n'ai jamais eu une discussion avec elle. J'aurais aimé prendre un café avec elle. Vous avez essayé ou pas de la contacter Non, j'ai pas son téléphone. Bon, j'ai appelé son attaché de presse, j'ai laissé passer le message, tout ça, mais apparemment, il y a une forme de rigidité et je la respecte en même temps. Ça m'a fait de la peine de lui faire de la peine. Parce que moi, qui ai une fille du même âge, ou même peut-être un peu plus âgée, moi, je ne fais pas mon métier pour faire de la peine aux gens. Je ne fais pas partie des biographes ou des historiens de la chanson qui sont là pour régler des comptes. C'est pas dans mon esprit, c'est pas dans mon éducation. Plutôt sur la bienveillance dans la musique. C'était un mauvais
mauvais dérapage pour moi, je l'ai reconnu, mais c'est pas ce que je voulais dire en même temps. Donc, alors elle l'a mal pris, je pense qu'on peut le mal prendre, en même temps je peux pas lui jeter la pierre. Bien sûr. Et aujourd'hui... Et pourtant vous avez dit qu'elle avait du talent, hein, en plus. Mais elle a beaucoup de talent, elle a beaucoup de talent. Et je trouve qu'au-delà de ça, aujourd'hui, je partage ses combats. Parce que vous savez souvent, elle est dans une plainte justifiée d'ailleurs, avec des gens qui l'accusent ou qui se moquent d'elle selon ses préférences sexuelles. Oui, bien sûr. Et je la défends à 200% aujourd'hui, parce qu'effectivement, on ne doit pas... Chacun fait ce qu'il veut. Hein. Moi, j'ai toujours fait ce que... Et puis moi, je suis mal placé, en plus, pour dire voilà, les choses. Donc voilà, je partage ses combats aujourd'hui, en tout cas, qu'elle le sache. Et quand elle aura le besoin un jour peut-être de m'appeler, ou on prendra un café ensemble, je serais ravi d'en parler avec sa compagne. Il y a toujours des conséquences, Fabien, 2 ans après. Europe 1, vous avez écarté de l'antenne. Maintenant, vous revenez, on vous revoit, mais c'est difficile de passer au-delà d'une espèce de tsunami comme ça. C'est-à-dire qu'il y a un tribunal populaire. Et ça, aujourd'hui, alors on a beau dire... C'est le problème des réseaux sociaux aujourd'hui. C'est le problème, c'est l'époque. C'est même plus que les réseaux sociaux, comme vous dites justement, c'est-à-dire que c'est l'époque. C'est-à-dire qu'il y a ce tribunal populaire qui condamne certaines personnes. Alors c'est à géométrie variable, hein. Parce qu'il y en a qui sont moins sur le positionnement d'être condamnables. D'accord. Donc, qui passent au-delà des... Oui, c'est très variable en fait, les jugements comme ça de ces tribunaux populaires qui sont instaurés avec les chaînes de télé, avec cette forme de bien-pensance qu'il y a dans les médias, dans certains médias. Donc c'est comme ça. Quoi, qu'il y a des gens qui sont intouchables, vous voulez dire, entre guillemets, et oui. Jamais rien. Je pense qu'il y a vraiment des intouchables dans notre métier, on le sait. Il y a des gens sur qui on ne peut rien dire. Il y a des gens vous pensez à qui, par exemple, dans les intouchables aujourd'hui? Damien, alors là, je ne vais pas me lancer dans les noms. Je ne vais pas me lancer dans les noms. Damien cherche une nouvelle polémique. Non, mais en tout cas, il y a des gens sur qui on ne peut rien dire. Plus protégés que d'autres. Et il y a des gens qui peuvent tout dire. Bon, et donc, ça passera toujours. Et ça passera toujours. Et après, c'est comme ça. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas sur quelle base, à un moment donné. Et puis en même temps, ça existe, tant mieux, c'est pas grave. On arrive toujours à nager en eau trouble. Hein. Vous savez, c'est un métier comme ça. Sinon, il faut faire un autre métier. Si on se plaint toujours, il faut aller faire un autre métier. Soit on arrête son métier, si on se plaint toujours, et qu'on n'est pas content de ci, on est ça. Moi, ça va. Moi, ce que j'ai vécu, c'est une très bonne expérience avec cette histoire, avec cette jeune Oshie. Oui, c'est une très bonne expérience. D'abord, ça vous remet bien la tête sur les épaules. Bien sûr. Et puis, déjà, c'est une vraie leçon pour tout le monde, d'ailleurs. Hein. Et puis, voilà. Et puis, c'est riche d'enseignements parce qu'on sait après ce qu'on peut dire, les mesures, l'époque change, les vocabulaires changent. Voilà, c'est comme ça. Mais j'en ai tiré, c'est riche d'enseignements pour moi. C'est positif. Alors, samedi dernier aussi, on parle d'Amir qui a remporté la chanson de l'année sur TF1 grâce au titre Ce soir. Pour vous, c'est mérité, Amir? Grand talent. D'abord, vous aimez bien, révélé dans The Voice. Dès le début, j'ai soutenu cet artiste vraiment parce que immense talent. D'abord, il a déjà un talent d'auteur, de compositeur, et quand il l'a moins, il s'entoure de gens qui l'aident en tout cas à écrire et composer ses chansons. Et puis surtout, il a un charme fou. Il a un côté sexy. C'est-à-dire que d'un seul coup, il est parfait comme artiste. Il touche un très large auditoire. C'est ça qui est formidable en même temps. Donc, il y en a une autre qui n'arrivait pas loin avec sa chanson, c'est Pierre Demers, l'autre révélation de l'année, qui a gagné d'ailleurs le prix. Je l'adore. Vous adorez Pierre Demers? Dès le début. Un type Dès que j'ai vu son premier clip, je savais que Pierre Demers, ça allait être un succès énorme parce qu'il a un truc, il a un glamour. Il a un côté un peu à la Bowie comme ça, un peu. Stromae aussi. Il y a des c'est-à-dire que ce sont des gens, ils sont presque dans, ils sont asexués presque. Androgynes. Il y a ce côté androgyne qui est formidable chez les artistes. Moi, j'aime les artistes. Pourquoi? Parce qu'ils ont le même âge toute leur vie. Ça, c'est très important pour moi. Ils ont le même âge toute leur vie. Vous parlez même avec un chanteur de 80 ans, il a entre 14 et 16 ans. Que ce soit Johnny Hallyday, que ce soit Paul Naref, que ce soit des gens de cette dimension-là, ils sont, même Hugo Frey. Moi, souvent, je parle avec lui, il n'a pas passé les 20 ans. Non, mais c'est génial. Et on leur demande, et on ne veut pas qu'il vieillisse. Alors qu'il fêtera ses 94 ans, le 18 août prochain. Donc, mais c'est un môme, Hugo Frey. Il a moins de 20 ans. Il tient des discussions incroyables et tout ça. Et je trouve que Pierre Demers
pour revenir à lui, c'est la force de ce jeune homme, et très tôt on le voit déjà, il a cette espèce de dimension, c'est un soleil. Ouais. On le voit très 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 vite, très tôt. D'ailleurs, on a vu le succès est parti en flèche tout de suite. Tous les gens de ce métier l'ont reconnu déjà comme un des pairs. Bien sûr. C'est très curieux d'ailleurs, il y a cet engouement naturellement qui se fait. Et moi, j'en faisais partie de le reconnaître tout de suite comme quelqu'un d'important pour les prochaines années. On finit avec vos prénoms en chanson, Fabien. 17 juillet prochain, je l'ai dit, sur CNews. Vos prénoms en chanson, on va raconter l'histoire de ces chansons avec des noms, des prénoms qui ont inspiré ces chansons. Est-ce que là-dedans, il y a une ou deux marquantes que vous pouvez nous raconter en moins d'une minute, puisqu'on arrive bientôt au terme de l'émission. Mais voilà, est-ce qu'il y a des prénoms marquants dans les chansons? Il y a des prénoms, il y a une histoire peut-être la plus célèbre des histoires, c'est la célèbre Thérèse Dion, la maman de Céline Dion, qui ne veut plus de son 13e enfant, par exemple, et puis qui décide quand même, elle voulait l'appeler déjà, elle décide de le garder, c'était ou Nathalie ou Emma. Bon, et puis finalement, elle entend la chanson du Gaufret qui passait en boucle sur toutes les radios de l'Amérique du Nord à ce moment-là, le fameux succès Céline, qui est arrivé en Amérique du Nord à cette époque, et puis d'un seul coup, elle décide d'abandonner Nathalie et Emma pour l'appeler Céline et d'avoir le destin qu'elle aura, sa fille. Incroyable. Et ça, c'est magnifique. Alors ça, c'est l'exemple le plus connu. Mais si vous saviez le nom, vous appelez Nicolas, quand Silverton chante Nicolas en 1979, l'année 80, fera naître 21 600 Nicolas, par exemple. Ah oui, donc il n'y a pas de chanson encore sur Damien, c'est pas encore arrivé. Je suis désolé pour vous, Damien. Non, je sens le gasoil. Mais non. Mais Aïcha, par exemple, ce tube de Khaled Aïcha, par exemple, de Goldman, écrit par Goldman, l'année suivante fera naître plein de petites filles qui s'appelleront Aïcha. Donc tout ça, c'est magique. On s'aperçoit l'influence, mais on ne sait pas si c'est qui a commencé le premier, si c'est l'œuf ou la poule. Mais là, c'est pareil, on ne sait pas si c'est la chanson ou le prénom. C'est ça qui est magique. Il y a des prénoms utilisés dans les chansons qui ont servi dans votre vie personnelle aussi, vous aussi? Oui, probablement. Oui, probablement. Moi, j'ai appelé ma fille Sarah parce que d'abord, j'adorais la chanson d'Hallyday, Oh ma jolie Sarah, déjà. Et puis parce qu'à l'époque, une célèbre actrice, Pascale Petit, jouait un rôle dans un téléfilm pour la télévision, et elle jouait le rôle de Sarah. Et à chaque fois que je la voyais, elle me parlait de ce prénom-là. Et c'est pour ces deux raisons que finalement ma fille s'est appelée Sarah, entre la chanson de Reggiani également. Enfin, voilà. Et puis voilà comment on choisit parfois des prénoms. Merci Fabien Lecoeuvre. Et on embrasse Sarah Lecoeuvre, évidemment, qui sera avec nous dès demain, en tout cas. Et on rappelle évidemment que sur CNews, vos prénoms chansons sera à partir du 17 juillet. Et puis vous êtes l'auteur absolument incroyable de ce dictionnaire officiel des chansons françaises qui devient mon livre de chevet de mes toilettes, je l'avoue, et je le confesse, à partir de maintenant, vous avez passionnant. Dans toilettes, j'y reste très longtemps, donc je vais vous dire que je vais lire beaucoup de choses. Merci en tout cas Fabien Lecoeuvre d'être passé nous voir. Damien, on se retrouvera demain dans un nouveau studio. Ce jeudi 22 juin, absolument, avec un journaliste sportif qui s'appelle Florian Janton et qui viendra nous parler d'une nouvelle compétition diffusée sur beIN Sport. Ce sera dès demain, évidemment, pour un nouveau Buzz TV. Bonne journée à toutes et à tous. Merci encore de votre fidélité.